Santé sur la QTV des Grands Patrimoniaux. Welcome to today's webinar on growing heritage grains. Nous allons commencer avec quelques détails sur la traduction simultanée. We're just going to get started with some information about the simultaneous translation. Donc, pour écouter l'interprétation simultanée en français, tout le webinaire sera traduit en français. Vous n'avez, dans quelques instants, en fait, pas tout de suite, mais dans quelques instants, vous allez voir apparaître au bas de l'écran une icône en forme de globe avec le mot interprétation. Vous cliquez dessus et vous choisissez le français et vous allez pouvoir l'écouter en français. So for this webinar this year, we're providing some simultaneous translation to allow Donc, folks to pour le webinaire, il y aura la traduction simultanée. Vous pouvez le faire en choisissant l'option d'interprétation. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur anglais. Ça, c'est pour les anglophones. Donc, est-ce que vous voyez donc l'icône? Est-ce que les gens peuvent me dire s'ils entendent la traduction? Donc, merci Peter et merci d'être venu. Nous sommes ici sur une plateforme virtuelle, mais je voudrais quand même reconnaître l'importance des territoires ancestraux et non cédés sur lesquels nous vivons et nous travaillons. Nous reconnaissons donc les territoires ancestraux et non cédés de tous les peuples autochtones qui sont ici chez eux. Ici, je suis sur le territoire régi par le traité 6. Je vis à l'extérieur de Edmonton, où je suis sur le territoire de plusieurs nations autochtones. Je vous incite à apprendre sur l'histoire du territoire sur lequel vous êtes situé en allant sur l'un des deux liens que vous allez trouver dans le chat, Whose Land et Native Land. Donc, www.whose.land et native-land.ca. Nous voulons toujours cultiver un espace plus sûr. Et donc, on veut que tout le monde se sente à l'aise. On veut donc partager des engagements pour tout le monde. Il est toujours bien de faire preuve de curiosité, d'ouverture et de respect. De se souvenir que personne ne sait tout, mais ensemble, on sait beaucoup. On fait toujours de notre mieux et on prend soin de nous. On prend une pause dans le besoin. On parle toujours en fonction de notre expérience et on essaie de naviguer l'impact versus l'intention. Nous prenons de la place parfois ou parfois nous devons laisser de la place. Ça dépend de si vous êtes généralement dominant ou pas. Et nous évitons d'utiliser trop d'acronymes, si jamais, ou de jargon, de langage technique. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous n'êtes probablement pas le seul ou la seule à ne pas comprendre cela. Donc, vous pouvez toujours nous envoyer un message dans le chat. Nous respectons aussi la confidentialité ici. Ce qui est appris ou partagé ici reste ici. Si jamais vous avez des préoccupations quant à la façon de rendre ça plus efficace, dites-le nous. On a l'objectif de créer cet espace où tout le monde se sent en sécurité. Voici comment participer. Nous avons alloué beaucoup de temps pour les questions et les réponses, donc profitez-en si vous voulez poser des questions ou susciter du feedback. Vous pouvez d'abord vous présenter dans le chat. Vous pouvez allumer votre caméra ou non. Vous pouvez changer le nom qui vous identifie à l'écran aussi. Ça, vous n'avez qu'à cliquer sur les trois petits points sur votre image. On vous demandera de garder le microphone éteint quand vous n'intervenez pas et afin de réduire le bruit et de fond. Et vous pouvez poser des questions dans le chat en cliquant sur le bouton chat au bas de l'écran. Je vais lire votre nom avec la question, mais vous pouvez aussi m'envoyer un message privé si vous voulez poser une question de façon anonyme. Vous pouvez aussi lever la main
en cliquant sur le bouton réaction et ensuite raise hand. Cela va indiquer que vous avez une question et quand c'est votre moment de parler, je vais vous demander d'ouvrir votre microphone. Vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment. Et on va toujours suivre ce qui se passe dans le chat. On va s'assurer de bien poser toutes les questions. Vous pouvez toujours parfois éteindre la vidéo si ça aide avec la stabilité de votre connexion. Et encore là, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui s'appelle Cultiver des grains patrimoniaux. Je suis Tara Stokes, coordinatrice régionale et prairies pour l'initiative de la famille Botha sur la sécurité des semences. Nous avons ici avec nous aussi Rebecca Ivanoff, EFAO, qui est aussi coordonnatrice de l'Ontario pour l'initiative Botha, et l'une ou l'autre de nous peut répondre à vos questions techniques. On va commencer avec Amy Nickel de Adagio, et elle va parler donc des avantages de la production des grains patrimoniaux. Il y aura 10 minutes pour des questions et ensuite on va écouter Samuel Pepra sur la recherche appliquée sur ces grains et il y aura encore 10 minutes de questions et après, ce sera au tour de Chris Wooding de présenter son expérience en Ontario avec ces grains, les caractéristiques agronomiques et d'autres choses. Il y aura des questions et s'il y a encore du temps, on va demander à tous les panélistes de revenir pour que d'autres questions puissent se poser. Donc, on commence avec la première conférencière, Amy Nickel, et d'aller bien au-delà de sa haine du gruau. Et maintenant, elle est enthousiaste de l'avoine. Elle a une ferme biologique au Manitoba, Adagio Acres, qui produit une variété de différentes sortes de grains qui sont moulus à la ferme et vendus directement aux clients par le biais d'un ASC, des céréales avec d'autres producteurs biologiques et par le biais d'autres canaux de distribution. Elle croit que notre façon d'aborder les aliments peut être une bonne façon de créer des liens entre les agriculteurs et les autres mangeurs. J'ai pu goûter à ce gruau au bleuet et je peux vous dire que c'était vraiment excellent. Maintenant, sans plus tarder, je donne la parole à Amy. Salut. Je vais d'abord présenter mon écran. Vous voyez bien mes diapos. Je suis audible, oui, d'accord, parfait. Merci d'avoir invité à vous parler, de présenter l'histoire de notre ferme. J'ai quelques notes sur la mise en marché des grains patrimoniaux et voilà quelques jours, l'un des participants avait posé des questions, d'excellentes questions, des questions que je me pose moi et auxquelles je n'ai pas toujours les réponses. Mais j'ai 15 minutes pour vous adresser la parole et je pense qu'on va obtenir beaucoup de réponses de la part de Samuel et de Chris aussi. Je vais vous présenter ma propre histoire. Pas tellement comment produire les grains patrimoniaux, mais le pourquoi. Peut-être que mon histoire vous aidera à mieux comprendre vos propres ambitions. On a commencé l'agriculture il y a 10 ans. On a laissé tomber nos emplois. On a commencé une famille. On a une ferme que l'on et on a de 40 acres et on a demandé des prêts. C'est un détail que l'on oublie souvent, mais ça a eu un impact sur nous. Notre rêve était de rendre les aliments locaux plus accessibles ici au Manitoba, à cette province où on a
des cultures incroyables, mais aussi où beaucoup de gens vont acheter leurs grains d'ailleurs. On a essayé de se présenter comme une ferme potentiellement viable et on a décidé de produire les grains anciens, l'avoine nue. De l'avoine à grains nus. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a choisi cette culture. On allait donc produire sur une terre assez marginale. Il y a beaucoup de pierres, un sol argileux, assez mince, mais quand même raisonnable. La famille de mon mari avait produit de l'avoine pour nourrir leurs chevaux. Mais quand on a découvert l'avoine à grains nus, on voyait qu'il y avait d'autres avantages. Dans l'agriculture pré-industrielle, on produisait deux types d'avoine. L'avoine à grains nus et pour nourrir la famille et l'avoine normale pour nourrir les chevaux. Donc, voilà, nous, on peut, l'avoine à grains nus exige moins de transformation. Quand on déglume ces grains, décortique ces grains, on perd une partie de cela. Dans l'agriculture pré-industrielle, c'était pas toujours possible de le faire, mais dans les années 1800, on a abandonné l'avoine à grains nus. Mais on aimait cela, on trouvait que ce serait moins intensif en carbone et moins coûteux pour commencer. Et quand on a rédigé notre plan d'affaires, on ne parlait pas tellement de cette variété d'avoine. Il était déjà difficile de convaincre une banque que l'on pourrait être de vrais producteurs sur 40 acres. Et je pense et donc, on a commencé avec quelque chose qui serait plus facile à vendre aux bailleurs de fonds. Et parce que moi, je passe à travers 100 livres d'avoine assez rapidement. Donc, on s'est dit que ce serait la façon la plus facile de les convaincre. On ne parlait pas tellement du fait que l'on produisait l'avoine à grains nus, mais on a testé 3 ou 4 variétés et l'une de des variétés est une variété que l'on découvrait dans un bocal. Souvent, on découvre des variétés que personne ne connaît. Alors, en plus de cultiver les grains, on a acheté un moulin aussi pour les mêler. Donc, on a de tout, des trieurs à tamis, des décortiqueuses, des tarards. C'est très commun pour les petites fermes d'avoir cet équipement de base pour le nettoyage, etc. On a d'autres équipements aussi pour l'avoine à grains nus. Donc, par exemple, on a une décortiqueuse, on a une table de séparation par gravité. Donc, il y a différentes caractéristiques pour s'adapter aux différentes tailles et formes de grains. On a utilisé aussi beaucoup de rubans à conduit, une emballeuse, un aspirateur. Notre équipement est connecté à une foreuse, c'est-à-dire un transporteur. Donc, le meulage voulait dire énormément de duct tape, de ruban à conduit pour garder tout ensemble. Donc, on a essayé différentes choses. On a essayé plein de choses différentes pour voir qu'est-ce qui fonctionnait. Et quand ça ne fonctionnait pas, on essaie de trouver de quoi qui fonctionnait mieux. Au bout de 5 ans de notre culture, cette sorte d'avoine, on avait 60 acres
par année. On vendait aux restaurants, on vendait aussi aux épiceries. On n'était pas trop satisfait de ce qu'on faisait. Pourtant, ça faisait 5 ou 6 ans qu'on avait cultivé et on avait vu les avantages et les désavantages de l'agriculture. C'était un peu lent on avait aussi plein de problèmes, donc des cultures échouées. On devait aussi se connecter avec les consommateurs et on a vraiment senti qu'est-ce que ça voulait dire d'appartenir à un lieu et de créer des liens. On était incertains. On avait l'impression que les occasions pour la croissance de nos affaires présentaient localement. Mais on devait vendre à l'extérieur aussi, mais on était en compétition avec d'autres moulins ailleurs au Canada. Donc, on voulait continuer à grandir pour pouvoir payer nos équipements. Mais on ne voulait pas faire compétition aux autres fermiers. Donc, on a fait des road trips dans l'Ouest canadien, mais on sentait qu'on n'était pas sûr et convaincu de ce qu'on faisait. Donc, on s'est plongé dans les grains patrimoniaux. Et il n'y avait pas vraiment de plan d'affaires qui avait du sens. Donc, mon mari, qui a décidé de laisser son emploi, il nous permettait d'aller plus au sérieux. Donc, on avait du chou gras dans nos champs. Et donc, on les enlevait de notre récolte et il y avait vraiment une grande quantité. Ça sentait très bon, ça sentait comme des épinards. Et pour moi, c'était dommage de les jeter ou de les mettre dans le compostage et de le donner comme fourrage aux vaches. Donc, j'ai utilisé un tarare et en fait, quand je sortais plein de choux gras, donc j'avais des tonnes de choux gras que j'ai sortis, puis j'en ai donné, par exemple, à une amie qui les aurait utilisés pour des tortillas. Je donnais des échantillons aux restaurants qui étaient ouverts à les tester. Je regardais un peu l'histoire du chou gras et d'où ça venait, l'histoire en Égypte et en fait l'historique derrière différentes cultures naturelles qui sont indigènes chez nous. Il y a plein si on veut faire une culture commercialisable, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut faire des tests, il faut aller chercher les bons permis, il faut il faut faire compétition pour trouver de la place sur les étagères, dans les épiceries. Et il fallait faire beaucoup de choses pour s'assurer que les gens allaient acheter nos produits. Donc, c'est peut-être un peu la difficulté ou le dilemme avec ces cultures dans ce marché niche. Une petite quantité, 5 000, un ami avait 5 000 livres d'avoine sauvage. Ce n'était rien d'incroyable. Mais les moulins tournaient, puis je voyais chez le chou gras, ce que je voyais chez le lin aussi. Donc, je voyais que je voulais faire quelque chose de différent avec l'agriculture. Je voulais me connecter avec l'histoire de chaque culture individuelle et donc de redonner à ces cultures la valeur qui leur mérite. J'ai contacté le répertoire des agriculteurs au Manitoba et je n'avais jamais parlé avec autant d'inconnus de ma vie. Je leur ai parlé
Donc, par exemple, des lentilles. Et donc, il y avait des grandes quantités qui partaient en Europe. Les haricots qui n'étaient pas parfaits, ne pouvaient pas partir, ne pouvaient pas être commercialisés. Les haricots noirs ne voulaient pas avoir de mélange d'haricots. Mais dans ce marché de grains niche, je pensais qu'avec l'équipement que j'avais pour mon avoine, je pouvais trouver un moyen pour aller de l'avant. Je connaissais des cultivateurs au Manitoba qui cultivaient du quinoa, du cateline, différentes choses comme ça. Et j'essaie de trouver le moyen de survivre dans ce monde de la vente au détail. Les gens ils avaient des difficultés. Alors, pendant cet hiver, j'ai pu monter le premier panier au Manitoba, le premier panier assez avec des grains au Manitoba. J'ai intégré toutes sortes de choses différentes, semoule de maïs, lin, petit épeautre. J'ai mis aussi des huiles de caméline, huile de tournesol. Donc, lin, j'avais aussi du maïs à éclater, toutes sortes de grains différents. Tous ces articles pris individuellement auraient eu de la difficulté à attirer les consommateurs, mais pris ensemble, c'était assez incroyable combien d'appels on pouvait justifier, en fait, là, pour aller chercher le maïs à éclater. On avait 200 personnes qui voulaient des paniers ASC, donc on avait 200 inscriptions. Ce n'était pas énorme, mais on leur donnait 80 livres et donc cela équivalait à 20 000 livres de grains. Donc, on l'a grandi pour intégrer 200 types de grains? Non, 20 types de grains. J'offrais aussi des grains du chou gras et cela nous a permis de doubler nos ventes et d'aller chercher d'autres marchés. Ça nous a permis d'augmenter la diversité des cultures. La structure de nos paniers de ASC, c'est qu'on ne donne pas beaucoup de choix à nos consommateurs. Beaucoup de gens veulent recevoir ce qu'ils connaissent, mais ils reçoivent d'autres choses, du trèfle, toutes sortes de grains dont ils sont moins habitués. Aussi des photos de Instagram. Les grains de chou gras ont un hashtag sur Twitter. Et les cupcakes ici. Donc, on avait de tout, des craquelins, on avait différents produits. Au lieu d'être juste des touristes dans les marchés des fermiers, ils savaient que s'ils s'inscrivaient, ils allaient recevoir beaucoup de grains différents. Donc, un article que j'ai rajouté à la dernière minute, c'est par exemple des pois chiches. Certains articles, je devais retirer parce que je n'avais pas les rendements voulus. 20 000 livres, ce n'est pas assez pour participer dans les marchés conventionnels, mais pour un panier, 20 000 livres, c'était raisonnable. Avant COVID, tout était amené en vrac dans un endroit central et les gens venaient avec leurs bocaux pour les remplir. C'était une structure zéro déchet. Et donc, ça amène les gens à penser à l'importance de cet enjeu. Lors de la récolte, les gens qui venaient pour prendre leurs produits, il y avait beaucoup de monde qui venait dans l'espace et c'est l'occasion pour les fermiers de se rencontrer et de comprendre les différents défis auxquels ils faisaient face. Et on travaille dans le monde des distributeurs et de la vente au détail. Mais notre cœur est vraiment dans ces paniers de ASC
On essaie de trouver la façon de commercialiser cette vente, ce modèle d'affaires. Et on peut essayer de continuer à grandir ce modèle d'affaires. C'est tout ce que j'ai à dire, mais j'espère qu'on aura beaucoup de temps pour les questions. Alors, peut-être qu'on peut passer aux autres producteurs qui ont peut-être plus de conseils à donner en termes de la vraie production. C'est fantastique, mais je pense que c'est vraiment la meilleure façon de commencer le webinaire, de voir la diversité des grains, et créer des relations avec la communauté. C'est tellement créatif de travailler avec le Choupra comme ça, là. Merci. S'il y a quelqu'un qui a des questions, posez-les dans le chat, ou sinon, vous pouvez utiliser la fonction lever la main, raise hand. Vous pouvez poser votre question directement à Amy. Pendant que les gens sont en train de taper dans le chat, est-ce que, Amy, tu peux partager avec nous comment tu as bâti ces relations avec différents détaillants et les restaurants? C'était beaucoup de travail dur. Il n'y a pas d'histoire facile ici avec les détaillants. Si on rentrait dans les magasins, on parlait avec le directeur du magasin, il ne pouvait pas, il nous disait, on ne peut pas approuver les choses, on n'est pas comme un Loblaws ici ou un Safeway. Et on y retournait et on leur montrait du doigt, par exemple, une vitrine ou de l'espace vide sur les étagères et on leur disait, on assistait, on leur disait, ah, mettez-les à côté des courgettes ici. Ou on essaie d'offrir des échantillons dans les magasins pour voir si ça accrochait. Et on avait beaucoup de sourires comme ça et éventuellement, de la part des managers. Puis voilà, on avait le droit, par exemple, de les intégrer dans le magasin, mais la prochaine fois qu'il y avait un directeur régional d'un groupe de grains, par exemple, il les retirait. Et on a découvert quelques directeurs de magasins qui aimaient notre produit. Parfois, c'est approuvé, parfois non, mais ça nous donnait un pied dans la porte qui nous permettait de mettre certains produits de les placer chez les détaillants. C'est un système industriel, mais même quand il y a des règlements, les gestionnaires, les gérants de magasins ont quand même un certain contrôle de leur approvisionnement et ils veulent quand même rejoindre les gens. On peut, c'est sûr que l'on respecte les règlements en matière de salubrité, mais les autres règlements, peut-être parfois on peut les contourner un peu. Merci. Et les commentaires dans le chat. Incroyable, Amy. Tellement novateur comme projet. Jackie dit, quelle belle histoire que tu racontes. Et comment est-ce que vous avez vendu votre essai? Bon, sur les médias sociaux, j'ai une page Facebook où je leur dis quelle culture nous allons vendre. J'essaie de rester actif pendant l'année où les gens peuvent voir les histoires vécues par les autres agriculteurs. Donc, quand on récolte, quand on sème, j'affiche des photos. J'essaie de communiquer de l'information sur ce qui se passe, mais normalement, je compte sur les médias sociaux comme et sur notre site web aussi. Donc, beaucoup de bouche à l'oreille. Ça prend pas tellement de gens. Déjà, quand on parle de l'agriculture à petite échelle, 1000 livres, c'est déjà beaucoup. 200, 300 personnes pour... c'est pas difficile d'obtenir ce genre de clientèle. D'autres questions? Ou est-ce qu'il y a une question que vous voulez poser en direct? Amy, peux-tu nous parler un peu de l'équipement?
que vous vous êtes procuré? Est-ce que vous avez commencé par une seule machine et ensuite vous avez ajouté d'autres? Au début, on croyait qu'on pourrait donner ce travail-là en impartition. Donc, on a acheté quand même un moulin et on l'a placé dans une petite pièce. Ça a coûté 3 000 $. Donc, on a essayé de voir si ça pourrait nettoyer notre avoine. On avait 20 000 livres et je pense que j'ai appelé 30 nettoyeurs et je leur ai demandé s'ils pourraient nettoyer une petite quantité d'avoine. Ils ont dit 20 000 livres. Ça va. On pourra même avoir, c'est un trop petit lot, on ne pourrait pas avoir le temps de calibrer notre équipement. Donc, on s'est dit, mon Dieu, 20 000 livres, on ne pourrait jamais dépasser cette quantité-là. Et on n'était même pas bio à l'époque. Donc, il fallait pas nécessairement signer des déclarations biologiques. On était en transition. J'ai souri, j'ai pleuré et finalement, on l'a passé par notre moulin à cylindres, mais on savait qu'on ne pourrait pas le faire à chaque année. On ne pourrait pas trouver quelqu'un pour faire de petits lots comme ça. Donc, c'est là où on s'est dit qu'il faudrait mettre en place tout le nécessaire chez nous. Et donc, on a acheté un tarare, c'est la première équipement qu'on a acheté. Et ensuite, on a découvert on s'est dit que, bon, 99,9% pureté, c'est magnifique. 1,1%, c'est pas de l'avoine, c'est pas pire. Mais ça veut dire qu'il y aura quand même une graine de mauvaise herbe dans chaque bouchée. On ne peut pas, il faut vraiment extraire tout. Et après 3-4 ans, pendant les 3-4 prochaines années, on a acheté un équipement à chaque année. On a reçu aussi du financement pour acheter une trieuse optique. Ça lui permettait d'atteindre le niveau de qualité que l'on voulait. Mais on est encore en train de faire la part entre ce qui marche bien et ce qui marche un peu moins bien. On a une question de Feel Good Farms. Comment est-ce que vous faites la coordination entre les membres agriculteurs de l'ASC? Ben, je travaille avec 5 agriculteurs de près qui font leur transformation à la ferme, mais c'est moi qui prends les décisions. Et donc, je dis, bon, que chaque panier aura une livre de graines de trèfle ou peut-être une demi-livre. Et cette année, je ne sais pas, 4 livres de quinoa. Moi, je fais toutes les commandes et donc je fonctionne comme une détaillante, mais quelqu'un qui est peut-être un peu plus collaboratrice. Par exemple, 4-5 livres de quinoa, mais cette année, l'agriculteur a eu un désastre, une perte totale de la récolte. Il y en avait de l'année précédente. Donc, on a exclu le quinoa et on a inclus d'autres produits comme, par exemple, une farine d'engrais et la farine de quinoa. Donc, on est toujours en train de demander aux agriculteurs ce qu'ils ont en stock et ensuite on jongle un peu pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être utile pour nos clients, dépendamment des prix aussi. Alors, moi, je fais la coordination toute seule, mais avec beaucoup d'apport des autres. Une autre question, et ensuite on va attendre la fin. Mais une autre question de la part d'Alex qui dit, est-ce qu'il y a d'autres agriculteurs qui produisent de l'avoine à grains nus? Oui, il y en a quelques-uns. Je pense que Chris parle songe à le faire, mais quand on vivait à Montréal, on faisait notre plan d'affaires et on a été à Nouvelle-Écosse où on a visité des fermes qui produisaient ce type d'avoine. Et aussi quelque part en Ontario.
qui produisait l'avoine à grains nus, mais rien dans l'Ouest, au Montana, oui, et un peu éparpillé par-ci, par-là. Mais ça a du sens. J'ai reçu des demandes de la part de fabricants de gruaux biologiques qui s'intéressent à l'avoine nue parce que ça prend moins de transformation, donc moins d'intensité en carbone. Ils sont stables, on n'a pas besoin de les garder au frigo, mais il y a quand même la saveur va diminuer dans le temps. Dedans de 9 à 12 mois, ça va rancidifier. Alors, ça va devenir rance. Dans les grains, dans le système industriel, la distribution prend beaucoup de temps, l'emballage, la distribution aux courtiers, aux détaillants. Donc, eux, ils veulent un produit beaucoup plus stable que cela. Donc, l'avoine à grains nus ne répond pas à ces critères-là de grande stabilité. Merci de ce contexte. On a d'autres questions et on va essayer d'y répondre à la fin de la séance parce que on doit passer à notre prochain conférencier. Je vais présenter le prochain conférencier, Samuel Petra, qui a beaucoup d'années d'expérience pratique avec les fourrages, les céréales, la lutte contre les ravageurs, lutte intégrée, l'alimentation, la nutrition. Il est aussi avec Mara. Il a collaboré avec des producteurs, des chercheurs et des joueurs de l'industrie pour répondre aux défis de l'agriculture. Il fait beaucoup de recherches et de services à la ferme. Il a 3 publications qui ont été publiées dans autant de revues. Il a un baccalauréat en agriculture de l'Université de Ghana et une maîtrise de l'Université de Saskatchewan. Alors, sans plus tarder, Samuel. Merci, Tiara. Je m'appelle Samuel Petra et je suis ici à la Mackenzie Applied Research Station. Association, pardon. Je vais parler des grains patrimoniaux. Je veux remercier les organisateurs de m'avoir invité à vous parler de ce thème. Comme Tara a dit, je travaille ici dans le nord de l'Alberta avec Mara à Fort Vermilion. C'est la dernière frontière de l'agriculture à grande échelle au Canada. On a des journées d'été qui durent 21, 22 heures de soleil. Et donc, essentiellement, nous avons cet avantage du Nord qui fait en sorte que nos cultures soient plus grandes et de meilleure qualité par rapport aux zones plus méridionales et d'autres régions du Canada. Nous avons 300 acres de recherche. Ça, c'est notre superficie de recherche. Ça, c'est la carte où on voit 272 producteurs biologiques ici, 41% des producteurs biologiques de l'Alberta. Donc, ça veut dire qu'on fait une bonne job dans notre région. Notre mission est d'être un centre d'information novateur, impartial et rigoureusement scientifique sur les cultures, le fourrage de bétail, la santé des sols et l'environnement pour les productrices de la région de North Peace en Alberta. Et notre vision, promouvoir cette vision du futur. La question devient, qu'est-ce que les grains patrimoniaux? Les grains patrimoniaux
sont des variétés de blé de seigle, d'orge et d'avoine cultivées avant ou au début des années 1900. Donc, les exemples sont l'amidonnier, le camut, le petit épeautre, l'amarante, sarrasin épeautre, millet, blé red fife. Tout le monde fait face à la sécheresse. Et AFC nous dit que nous allons confronter des conditions plus chaudes et plus sèches dans les années à venir. Les scientifiques, les producteurs et tout le monde est intéressé par l'agriculture est d'accord avec cela. Il y avait une question que l'on a posée lors d'une conférence récente. Qu'est-ce que les producteurs biologiques devraient produire? Les cultivars patrimoniaux ou le blé du printemps moderne? Je vais vous expliquer pourquoi on devrait reprendre les céréales patrimoniales. Alors, la question devient, lesquelles de ces céréales patrimoniales devrait-on produire? Est-ce que ça devrait être l'engrais, l'amidonnier ou l'épeautre? C'est le producteur qui doit y répondre, en fonction de ses conditions de production et la demande sur le marché pour chaque variété. Cela nous ramène aux raisons agronomiques pour cultiver des grains patrimoniaux, parce que c'est adaptable à toutes les régions, plus tolérant aux stress environnementaux, le froid, la sécheresse, les sols mouillés. Ces variétés ont aussi des systèmes racinaires très grands qui leur permettent d'aller chercher de l'humidité et les nutriments en profondeur. Ce sont des cultivars résilients et dans ces conditions plus chaudes et plus sèches, cet article suggère qu'avec les grains patrimoniaux, vous allez avoir des cultivars plus résistants. Dans les essais que nous avons faits jusqu'ici, nous avons trouvé que le blé Red Fife sont résistants à différentes maladies. Donc, la rouille, par exemple, donc la résistance à la rouille, ces types de blé patrimoniaux sont plus résistants que le blé conventionnel. La question était donc, selon cette recherche et ces trouvailles, est-ce que les fermiers canadiens ont du succès? Et la réponse était oui. Les fermiers modernes, les fermières ont du succès avec ces céréales de patrimoine. Il y a une résistance aussi aux pousses, donc, il y a un certain taux qui partent en pousse avant la récolte. Donc, chez les grains patrimoniaux, il y a plus de résistance à cela. L'un des plus grands défis auxquels nous faisons face en termes
observé que, en fait, quelques grains comme le millet et différentes autres sortes de grains, comme le petit épeautre, pouvaient éviter en fait la pression artérielle élevée. C'est pour ça que les consommateurs sont prêts à payer une prime pour ces produits. Donc, dans certains endroits aux États-Unis, en Pennsylvanie et dans l'État de New York, à Willsboro en particulier, où il y a plus de restaurants et des boulangeries utilisent plus, où on utilise plus de ces types de grains, ont une plus grande résistance donc à cette pression artérielle élevée que les Américains en moyenne. Ils ont un taux de gluten plus élevé, ce qui peut sortir les plaques des artères et donc les consommateurs ont une meilleure... leur sang coule mieux dans leurs veines. Donc, les bienfaits pour la santé de ces grains patrimoniaux, les gens veulent savoir pourquoi les acheter. En termes de rotation, c'est similaire aux plantes aux céréales conventionnelles que nous cultivons. La gestion est similaire au blé moderne. Nous avons pris une quantité de 100 livres par acre en termes des taux d'ensemencement. Il y a une autre variété, c'est-à-dire dans l'État de New York, il indique que 75 à 80 livres par acre étaient adéquats. Donc, les taux d'ensemencement. Nous avons donc les grains décortiqués. Et aux États-Unis, les deux, on peut baisser le taux d'ensemencement à 50 livres par acre et avoir les mêmes rendements et la même qualité. C'est une étude à Cornell qui a suggéré cela. La grande question ici, c'est quels sont les défis chez les grains patrimoniaux? Nous avons fait une analyse brève et nous avons comparé les données et en 1860. Et nous avons comparé au blé moderne et nous voyons dans les données de 1860 aussi les rendements des grains patrimoniaux. Et en 1960, après la Deuxième Guerre mondiale, les scientifiques ont admis on n'a pas assez de nourriture pour alimenter le monde. Donc, ils ont intégré des grains qui produisaient des plus grands rendements. Ils ont voulu créer de l'emploi aussi. Donc, ils voulaient... Vous voyez que les producteurs et intégrer des biostimulants pour augmenter le rendement du blé moderne. Donc, si vous comparez ce blé moderne, c'est moindre comparé aux variétés modernes.
On a besoin d'un équipement spécialisé pour faire le décortiquage. Voici un petit équipement. On ne peut pas l'utiliser à grande échelle. Donc, la machine coûte cher. Les scientifiques disent que c'est cher de l'acheter. Donc, quand vous rentrez les grains, ça enlève donc, ça décortique les grains. Donc, voici des données des différents sites. Et voici la résistance ici aux maladies. Et ça confirme clairement. Il y a plusieurs articles qui ont été publiés aussi qui confirment, on a analysé ou on a évalué pour l'amidonier et pour différentes maladies. On a analysé pour différentes maladies. Neuf ici, ça veut dire résistant aux maladies. 1, ça veut dire pas de résistance. Donc, on avait presque 9 partout ici. Donc, on a trouvé ici qu'il y avait plus de résistance à la rouille, ainsi qu'à d'autres maladies. Looking at the yield, it was truly amazing to see C'est everything. incroyable de voir ici les grains qui avaient des rendements plus élevés que les The milling companies request protéines. protein content of wheat to be as low as 13%. On peut avoir un contenu d'aussi peu que 13 Il y avait des meilleures qualités ici. Les compagnies de melon préfèrent 52 livres par boisseau et nous avions plus de 52 ici, ce qui indique que tous ces grains de patrimoine peuvent être utilisés pour ces qualités. Donc, pour revenir aux données aux États-Unis, pour reconfirmer si cela est conforme avec les données avec le climat au Canada. Donc, on voit ici le WB, c'est une ville dans l'État de New York. Et il y avait un taux très élevé ici, comparé aux variétés modernes. Ce qui veut dire que certaines variétés sont certaines variétés patrimoniales sont très performantes. Et cela est une preuve qu'elle avait plus d'adaptabilité aussi. Donc, les pousses au printemps, pousses printanières, ici, vous voyez que les rendements sont aussi plus élevés que les variétés modernes. En Pennsylvanie, les rendements sont très faibles. La raison, l'évaluation était pour voir. Ils ont juste laissé toutes les mauvaises herbes pousser. Donc, c'est pour ça que nous avions des rendements plus faibles que dans d'autres emplacements aux États-Unis. Nous regardions l'amidonier, et en regardant les données du Dakota du Nord, c'est assez impressionnant aussi, comparé
la Pennsylvanie, où vous voyez que les rendements sont très faibles. Donc, les fermiers ont besoin d'être plus vigilants dans cet état et choisir des variétés qui sont plus adaptées à leur environnement pour augmenter ces rendements. On a aussi le petit épeautre. C'est toujours des données des États-Unis. On a vu une tendance similaire au Dakota du Nord, l'université North Dakota State University. Ce site-là, on voit encore en Pennsylvanie des faibles rendements. Donc, on a besoin de considérer les variétés qu'on choisit. Il y a beaucoup de potentiel pour la production de ces types de grains. Elles sont plus résistantes au climat plus chaud et ils sont plus adaptables aussi. Ils peuvent s'adapter au sol et au climat de la région. Les rendements peuvent être similaires ou semblables au blé moderne. Il y a aussi un bon potentiel de commercialisation parce que les gens sont plus consciencieux par rapport à leur santé et les qualités que nous avons trouvées dans ces grains patrimoniaux. Ils sont dans certains produits qui sont en vente à la pharmacie. Donc, quand vous consommez ces produits, vous consommez non seulement des aliments, mais de la médecine aussi. Donc, il doit y avoir une prime sur ce type de produit pour cette raison. Donc, voilà des avantages pour les producteurs. Merci beaucoup d'avoir écouté ma présentation. Si vous avez des questions, je suis ouvert je vous écoute. Merci beaucoup, Samuel. C'est merveilleux. C'est excellent de voir les résultats que vous avez eus et comment ça se compare à d'autres stations de recherche. Si quelqu'un a une question, vous pouvez les poser dans le chat ou lever la main. J'ai une question pour commencer. Pourquoi est-ce que les taux d'ensemencement sont plus bas ou plus faibles pour l'amidonnier et l'engrais? On a vu des taux de verse plus élevés si on augmente le taux d'ensemencement. Cela, donc, ça aide à améliorer ou à pallier à ce problème-là. Merci. Et quand tu parlais de la résistance aux maladies chez les grains patrimoniaux niveau 8 à 9, comment est-ce que cela se compare avec nos cultivars modernes sur le barème de 1 à 9? Selon les données que nous avons, on voit de plus en plus de cette maladie en Alberta et l'une des priorités de la Commission est de lutter contre cette maladie. Donc, c'est l'helmintosporiose du blé. Et nous sommes chanceux de ne pas avoir une grande incidence dans notre région, mais on nous conseille quand même de faire preuve de prudence et de suivre l'incidence de près, l'incidence de cette maladie dans notre région. Une question de Feel Good Farms. Ils disent merci de votre présentation. Est-ce que vous avez des recommandations quant à la façon ou à des sources potentielles de semences pour les grains patrimoniaux? Ce que j'ai compris, c'est qu'on a reçu une subvention
but I'm not doing any commercial for them. Je peux les mentionner, mais ce n'est pas une annonce commerciale. That's good, not sponsored. We have a question from Chris. Are the Chris seeds pose une saved question aussi. Est-ce from que les multi-use straws semences and reused, or sont conservées dans les essais multiannuels et réutilisées Because of the plant breeders' rights, à cause des droits des obtenteurs qui nous obligent for research, à we must not reseed the following year. on ne peut pas ressemer l'année suivante, mais Benefit to give this to the animals to consume. donc on and donne then ces get graines new aux seeds animaux the following year. et on achète de nouvelles semences pour l'année suivante. I didn't know that. Thank you. And maybe we'll just do our last question from Kate. Dernière question, ça je ne What savais pas. acreages are in these heritage grains in Alberta? Combien de grains patrimoniaux y a-t-il en Alberta? In Alberta, but I know in Ontario, Je ne sais there pas are pour quite a l'Alberta, number mais of en Ontario, il y a I spoke to pas mal d'acres. AFC, before doing the presentation, and they are J'ai not parlé doing à anything on that. FC So I et can't ils n'ont pas de comment données on, là-dessus, donc je ne peux pas that, vous le dire for now. pour l'instant. That's interesting. What about, Intéressant. you know, Alors, est-ce que roughly in Mackenzie County, tu sais, dans le comté de Mackenzie, combien d'acres sont sous cette culture? Non, honnêtement, non. Nous recevons nos données de la AFC et s'ils disent qu'il n'y a pas, qu'ils n'en ont pas, ben alors il n'y en a pas. Je comprends. Peut-être que l'on pourrait obtenir ces données ou essayer de commencer à les réunir. Merci beaucoup, Samuel. We'll try to, if we have remaining time, we'll try to get those to you. S'il y a d'autres questions qui surviennent plus tard, on va essayer d'y répondre à la fin de la séance. Je présente Chris Wooding, qui exploite Ironwood Organics, une petite ferme dans l'est de l'Ontario. Ils produisent des grains patrimoniaux, dont le blé, l'avoine, le seigle. Généralement, ils vendent aux boulangers et aux brasseurs locaux. Ils veulent cultiver une industrie de la boulange forte. Il est aussi un conférencier de marque. Je l'ai déjà vu faire des présentations ailleurs en Ontario, donc c'est un plaisir de l'avoir avec nous. Peut-être que Samuel, est-ce que tu peux peut-être arrêter le partage? Merci Samuel, c'est une excellente présentation. C'est fascinant de voir comment tout le monde s'adapte au même thème, mais en regardant à travers différents filtres. Il faut quand même vendre ce que l'on produit. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas du bénévolat à l'agriculture. Et ces données de matière de rendement sont assez cohérentes avec les nôtres, comparables. 1000 livres par acre, c'est à peu près ce que l'on produit sans intrants. Et donc, sur un cycle de 10 ans, vous devenez concurrentiel. Moi, je m'intéresse surtout aux outils. J'ai commencé à produire les grains patrimoniaux voilà 15-16 ans. Et je les faisais à la main. Je les récoltais avec des ciseaux. Je battais avec des gants et on peut le faire. Et maintenant, nous avons 29 outils, 6 moissonneuses batteuses et d'autres équipements. On a l'outil qui n'est pas utile pendant une bonne partie de l'année. Et on se dit, ben, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Commencer à faire des fèves soya. Donc, je vais vous présenter les outils que nous avons utilisés en se mettant à de plus en plus grande échelle. On fait 4-5 acres
et on fait toutes les opérations avec le changement climatique. On n'a presque jamais 2 ou 3 bonnes journées de météo d'affilée. Donc, on doit réduire la taille des parcelles. Ça marche. Ça, c'est une vue vers le sud. On va numéroter les champs de gauche à droite, donc de 1 à 7 et ensuite de 8 à 15. Vous voyez que l'on a commencé à scinder ces champs en plus petits morceaux car on produit de plus en plus de variétés et on commence à perdre de l'espace pour faire de la rotation. 5 étapes, pardon. Les semences, on doit les mettre à la terre, les récolter, les nettoyer et les sécher. Chaque étape a des détails, des efficacités. Si vous voulez le faire, la contrainte la plus importante est qu'il est facile d'ensemencer. La récolte est un peu plus difficile, le nettoyage et le séchage est très complexe. L'efficacité est très importante. Nous achetons la grande majorité de nos semences des banques de semences. C'est un droit de la personne. Le Canada a signé ce traité sur les graines et vous pouvez demander donc 10 grammes de n'importe quel grain. Vous signez une entente de transfert de matériaux étant donné que vous ne pouvez pas vendre ces grains comme semences, mais vous pouvez les vendre comme nourriture, comme farine. Et il y a plusieurs maisons de petites maisons de semences. Il y a aussi des programmes de recherche où on peut obtenir des semences et la grande majorité de ce que nous avons sont des semences que nous avons produites, développées et conservées. 10 grammes au début, après 5 ans, on a un boisseau, 50, 60 livres, et on est en train de faire beaucoup d'essais avec les blés de population. On essaie donc de maintenir le germoplasme discret et unique. On a mélangé 2 lots de semences, voilà 4 rangs, et on a décidé de l'appeler Iron Fife. Et bon, là, on est en train de mélanger des variétés résistantes aux maladies, d'autres variétés pour essayer d'obtenir une polyculture de blé qui a un meilleur profil de résistance aux maladies. Donc, les amendements, tout le monde devrait acheter un packer. C'est un morceau d'équipement très important. Ça stabilise la germination. Je ne veux pas devoir ajouter beaucoup d'intrants, mais on va quand même ajouter quelques nutriments, mais et je sais que les mycéliums du monde tous les mycéliums du monde ne vont pas décomposer les pierres. Donc, il faut quand même ajouter des oligo-éléments. On passe du sol à la culture, on récolte la tête et ensuite la paille est remise à la terre et ça va augmenter le contenu en matière organique. C'est un beau cycle de rotation. Et donc, les taux d'ensemencement, 100 livres par acre, plus ou moins, ça dépend donc de la capacité des grains de faire du talage tellement. J'en ai eu jusqu'à 11 d'une seule graine. Quand l'humidité est là, le rendement peut varier beaucoup dépendamment du nombre de tales. Donc, vous pouvez utiliser l'Earthway que vous connaissez probablement. Normalement, on utilise la plaque pour les betteraves ou les pois adaptés. Normalement, ça va être
7 pouces entre rangées. Généralement, je vais faire 16-17 km avec le Earthway. Le Planet Junior aussi est possible, surtout le Jang JP6 aussi est possible. Ce sont des semoirs qui pourraient, on pourrait les mettre ensemble par groupe de 6 aussi. Les vieux semoirs sont aussi très bien. Ça coûtait 150, 300 $. Maintenant, sont rendus à 1000 $. Le bois disparaît, mais l'acier va durer souvent très longtemps. On peut changer aussi les paramètres des vieux semoirs pour les utiliser aux fins de la recherche. Donc, on a aussi ce semoir qui est mis sur le devant du tracteur et on va on peut faire le semer sur la neige aussi. On peut l'utiliser pour les céréales aussi. Donc, on peut atteindre un rayon de 30 livres. Ça, c'est donc pour semer à la volée. Et dans une semaine et demie ou deux, quand on va voir les mauvaises herbes commencer à germiner, on va le mettre sur le devant du tracteur et semer à la volée le trèfle. Ça, c'est le Planet Junior, c'est qui va être décalé pour tenir compte de la largeur et la longueur des rangs. Et il faut vraiment réfléchir à tout le processus pendant tout son cycle de vie. Ça, c'est un vieux semoir international. Et donc, on a pris du contreplaqué, on a mis des trous dans le fond, on a mis des bouteilles d'eau et on peut faire 2 tasses ou utiliser certaines des bouteilles et non pas d'autres, dépendamment de nos besoins. Et donc, voilà. On a aussi des aspirateurs à piles que l'on amène dans le champ et on va donc faire l'aspiration dans le champ et ensuite les remplir à nouveau. Ça, c'est un autre semoir avec une boîte à engrais à l'intérieur que l'on peut utiliser pour toutes sortes de choses, les algues ou quoi que ce soit. Donc ici, c'est pour tirer des cordes ici. Donc, tu peux faire des demi-planches. Donc, tu peux faire des essais d'un côté et tu peux vraiment mélanger toutes sortes de cultures de cette façon de semer. Donc, donc pour taux de 100 livres par acre, qui est vraiment notre taux pour avoir une bonne densité. Il va faire un demi-acre comme ça quand il est chargé au complet. Et donc, une once vous donne 25 pieds carrés. Donc, tu peux faire une toute petite parcelle aussi avec une très petite quantité et ça pousse rapidement. Donc, les têtes ont plusieurs grains, donc jusqu'à 23. Donc, une multiplication de 21 fois. Ça, voici, wow, c'est toute une machine. Donc, vieux moteur ici en avant, donc le semoir en suspension en arrière ici. C'est comme la même chose que l'espèce de machine avec les bouteilles d'eau. Ça fait, donc j'ai pas besoin de faire 15 km avec le Earthway, le semoir Earthway chaque année. Il y a de la mécanique qui ne fonctionne pas, mais mécaniquement, il fonctionne bien et il est à jour. Donc, on va l'avoir pour le début de l'année. Donc, récolter les grains. Donc, évidemment, il y a le vannage, il y a le couper, séparer les têtes, les
et utiliser donc le battage, bien sûr, et ensuite utiliser le vannage, donc de séparer le blé de la tige. Ça, c'est important. Combine, c'est-à-dire la moissonneuse, la notion du labour que je mentionnais pendant que quand ça vient temps pour la maturité, bon, tu vas avoir quelques têtes qui vont être vraiment secs et vous allez avoir d'autres en bas qui ont peut-être 25 d'humidité et tu vas avoir d'autres en dessous qui vont être encore à l'état de produire du lait. Donc, c'est la raison pourquoi on utilise, par exemple, une faux à l'époque et quand on les abattait, bon, ben, ça répandait les grains partout. Et donc, on a vraiment des grandes quantités de grains qui sont répandus de cette façon. Et avec les moissonneuses, on veut avoir de la maturité égale. Ça, c'est l'un des avantages du blé moderne. Le désavantage, bien sûr, c'est que ça prend beaucoup de labour pour s'assurer que tout est au même niveau de maturité. Donc, il n'y a pas de moteur à gérer. C'est la façon de séparer tous les grains des mauvaises herbes ici. Donc, on utilise cette espèce de nettoyeur pour, en fait, pour aspirer. On va faire aussi, on va prendre des boisseaux quand on fait des passages dans les champs, un boisseau de foin. Aussi, des petites parcelles, ça peut produire peut-être 2 à 3 onces. Les plus longues, ici, vont produire 1,5 livre. Donc, les plus longs, ici, on a fait avec le semoir les semoirs à vis et puis les autres ici, on a utilisé la technique à la bouteille et les autres ici, on a fait avec le semoir Earthway, donc récolte. La chose la plus simple, c'est d'utiliser cette faux. On utilise ces antiquités ici, comme vous voyez, les sécateurs anciens et donc le ressort fonctionne très bien, qui ramène et il rouvre. Donc, il faut récolter pendant une période où le climat est stable. Il faut les suspendre avant de commencer le battage et le vannage. Donc, on aimerait utiliser cela pour, en fait, un toit un jour, utilisé pour, comme chaume pour un toit. Donc, ici pour le battage, la façon la plus simple, c'est d'utiliser des gants de caoutchouc et de frotter les grains et ça peut séparer donc la tige des grains, donc les grains patrimoniaux. Il y a des diploïdes, des pulses, par exemple, il y a 8, c'est un hexaploïde. Quand vous voulez plus faire à la main, utiliser cette machine avec les chaînes, ça peut être très utile.
pouvez utiliser des trucs des plus petits et les utiliser avec des seaux et mettre un trou dans le haut et utiliser une perceuse électrique. Et en fait, ça va faire la même job que de battage manuellement. Donc, voici un batteur, une batteuse stationnaire immobile. C'est une machine où on met une espèce de plateau avec une table ici. Donc, il a des dents ici. On n'allait pas passer tous les grains là-dedans. C'est comme la partie en arrière du moissonneuse. Et on a les tamis en arrière et vous voyez les plateaux en arrière et c'est là où les grains sortaient. C'est une version moderne ici. Donc, c'est une machine immobile. Donc, vous rentrez les têtes en haut, il y a l'espèce de partie concave ici, il y a le ventilateur et il sort toute la tige et etc. Et bon, on a les grains qui sortent par ici. Il y a un compresseur à air aussi, un compresseur pneumatique. Donc, une fois que c'est séché, vous pouvez juste le nettoyer et passer à la prochaine variété. Aussi, une moissonneuse des années 80 avec le moteur Volkswagen. Je ne ferai pas plus qu'un acre avec ça, la largeur. Mais ça fait en 5 minutes ce qui me prenait 7 heures auparavant quand je faisais le battage et le vannage manuellement. Vous voyez que ça coupe, ça fait tout, ça coupe, ça fait le battage, le vannage, le nettoyage. On le nettoie après la récolte et donc je peux faire dans un jour ce qui me prenait un mois auparavant. Et le processus qui continuait jusqu'en janvier et en février. Donc, voici une moissonneuse standard 35. On a un standard, mais on a un qui est à vitesse variable qu'on utilise pour récolter le soja et les haricots. Et donc, voici le nettoyeur que je vous ai dit. Donc, les grains passent dans la moissonneuse, le dernier transfert ici, pendant que ça passe en rotation là-dedans. Les grains tombent ici, ils sont piégés en arrière de la moissonneuse. Ça diminue la quantité de mauvaises herbes de cette façon. Parce que les choux gras, par exemple, produisent énormément des dizaines de milliers de semences et elles peuvent durer des années. Donc, c'est très utile. Je suis sûr que je pourrais passer plus rapidement, mais je passe mon année au complet pour pour cultiver des céréales. Et donc, pourquoi aller trop vite pour ce processus? Vous voyez souvent des moissonneuses et vous voyez d'énormes quantités de grains qui sont sortis de derrière. Ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de bien calibrer le ventilateur et de s'assurer qu'il est en bon état pour s'assurer que vous profitez pleinement de vos passages. Vous pouvez avoir 20 boisseaux ici, donc chaque passage, à chaque 2 passages, on a des boîtes de gravité qu'on pouvait utiliser pour l'amener des champs jusqu'à la grange et l'installation pour les nettoyer. Cette fois-ci, un modèle K. Ça vient des années 1970. Il bouffe de l'essence. C'était 1800 $, je crois. J'ai détruit les vitesses et ça m'a coûté 900 $. Et voilà, j'ai la courroie
J'ai cassé aussi une plaque ici. Je l'ai trouvé dans un site de métal, scrap. Donc, tout est remis à neuf maintenant. Donc, j'espère que ça va me durer, bon, une autre dizaine d'années, une quinzaine d'années. Donc, il est arrivé quand même, bon, vers la fin de sa vie. Une des choses, c'est de sortir les grains de mauvaises herbes le plus rapidement possible. C'est inversement proportionné au niveau de l'humidité dans le champ. Chaque fois qu'il pleut, il y a de la dégradation. Donc, on passe toute l'année à cultiver nos céréales. Donc, on essaie de récolter quand il y a 18 à 20 plus activement d'humidité, plus activement. Donc, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que là, on a parlé de comment les têtes matures sont en haut. Donc, il faut attendre que l'écart ne soit pas trop élevé. Mais nous commençons tout de suite à faire le battage dans l'après-midi, tout ce qu'on a récolté le matin. Et donc, on essaie de séparer les graines des mauvaises herbes parce que l'humidité là-dedans, le 15 ça va juste passer dans vos grains. Et donc, il faut les sécher à nouveau. Donc, il faut enlever tout ce qui est plus gros. Ça, c'est le scalping. On peut passer aussi dans des tamis, le tamisage. Gardez tout ce que vous voulez en haut et tout ce qui est plus petit passe dans toutes les mauvaises herbes. Ce qui vous reste après ces deux processus-là, c'est des semences qui sont de taille similaire et après, vous passez un courant d'air. Ça peut être aspiration, ça peut être forcer l'air. Et j'essaie d'augmenter le débit d'air. Et donc, vous... tombstoning where the head didn't quite fill properly. And it becomes, again, a slippery slope. The higher you turn the wind up, the more blow-by that you're getting, but the cleaner your wheat is. There are disc separators, these Carter discs, which Amy had mentioned, which we ironically purchased for them. They're gravity tables, which we don't have. And for the Einkorns, Emmers, a few of the Durhams and Spelts, you need dehullers. We built a prototype dehuller just with a hand grinder and a rubber plate, and it worked unbelievably well. We grew an Emmer called Utrecht Blue, and it was just absolutely amazing, like a 95% success rate. So we're going to try and scale that up. Succès de 95%. Donc, on va essayer de mettre cela à l'échelle, peut-être cet été. C'est donc l'usine de nettoyage ici. Tout le grain est entreposé dans des sacs, donc des sacs de demi-tonne ou d'une tonne. Et donc, on va envoyer le grain ici à la trémie. Ça va tomber ici dans le tamis. Et ensuite, il y a le ventilateur ici qui va attraper toute la poussière et ça va être remis dans le sac. C'est pas quelque chose qui est totalement automatique. En hiver, on a les portes ouvertes et on va prendre le grain directement du champ. Et à ce moment-là, ça va aller de façon assez stable. Si vous calquer la vitesse de tous les morceaux de sorte que vous calibrez la vitesse pour que ça puisse se le faire automatiquement. Il y a des tamis qui permettent de trier vos grains et vos grains sera généralement de 5 ou 6 74e de pouce. Pour le séchage, c'est par le mouvement de l'air. Je m'oppose
à l'utilisation des combustibles fossiles pour sécher le grain, le propane. Et vous brûlez le propane et l'injecter dans vos grains. Pour moi, c'est fou. Donc, on permet au grain de se réchauffer lui-même et c'est presque comme le compostage. Et ça, c'est donc une souffleuse de poussière de 1600 CFM. Et quand on nettoie les sacs, on va, au fur et à mesure que le grain se réchauffe, ça va extraire l'humidité et l'air sera ensuite enlevé du bas. Et ça prend quoi, de 6 à 10 jours pour réduire le taux d'humidité de 20 ou 18% à 13 ou 14%. On laisse les grains un peu plus humides parce qu'on veut quand même que le grain demeure viable. D'autres outils, capteurs d'humidité, si jamais on était rendu au point où on avait besoin de silos, on devrait absolument maintenir l'humidité au bon niveau. Ça, c'est pour coudre les sacs. Ça coûte 800-900 $. On envoie tout le grain pour tester pour la vomitoxine. On obtient le contenu en protéines et ensuite on peut vérifier le contenu en le taux d'humidité. De compost, ça c'est un autre aspect critique pour nous. On n'a pas d'amendement, mais la fertilité des sols est critique du point de vue des mycéliums. Donc, ici, dans ce seau de 500 gallons, on ajoute de l'eau, mycélium, et c'est très aéré, oxygéné pendant 18 heures. Ensuite, ça va être versé dans ce pulvérisateur qui aura été stérilisé d'avance et on va inoculer les champs avec le rhizobium. On a aussi pris 1 kilogramme de blé une fois et on l'a mis dans un bas de nylon et on l'a mis en dessous d'un arbre et c'était plein de mycélium. Et ensuite, on a pris le bas de nylon et on le met dans le tas de compost. La recherche démontre dans beaucoup de cas que l'aérosolisation marche mieux et donc on essaie de le faire le matin quand il y a beaucoup de rosée sur les feuilles. Les microbes seront tués si ils sont déshydratés, mais ça a marché très bien et surtout avec les fèves de soja et les autres, les haricots, on va déshydrater les masses racinaires et ça devient un inoculant de rhizobium. Ajouter de la valeur, bon, la farine, dès que l'on le touche et que l'on le vend, que l'on le transforme, ça double la valeur. Ça ne veut pas dire que vous faites plus d'argent, mais vous ajoutez de la valeur quand même au produit et vous payez pour produire. Ça, c'est donc un moulin Salmon. On a commencé avec ça pour le sarrasin. Ça, c'est un moulin vertical. Ici, c'est le moulin que l'on utilise maintenant. C'est un hostie d'Autriche et on en a deux. Ça, c'est pour la farine et on a un autre moulin qu'on utilise pour le maïs, semoule de maïs, le sarrasin et farine d'avoine. Ça, c'est un nouveau moulin qu'on est en train de fabriquer au Vermont. Il y en a 4 en Ontario, je pense. Donc, lui, il fait partie de cette renaissance des moulins. Ça, c'est un beau livre. The Hidden Life of Trees de Wolleben. Je vais lire ça.
La raison pour laquelle les arbres partagent l'alimentation et la nourriture et qu'ils se communiquent entre eux, c'est qu'ils ont besoin les uns des autres. Ça prend une forêt pour créer un microclimat qui convient à la croissance des arbres. Peut-être que les plus tristes des plans sont ceux qui ont ce que nous avons réduit à l'esclavage dans nos systèmes agricoles. Peut-être qu'on peut apprendre des forêts et mettre un peu plus de grande nature dans nos grains et nos pommes de terre pour qu'ils se communiquent mieux à l'avenir. Donc, récolter ces grains, ça c'est comme 4 pouces, et avec les grains patrimoniaux, bon, ça monte presque au menton. Il y a tellement de biomasse et d'un point de vue philosophique, comme il y a tellement de biomasse, la récolte est une récolte de surplus et non pas une récolte extractiviste qui laisse le champ en pire état qu'au début. Les pionniers du climat. Je parle de cela depuis longtemps. Et ce qui est différent entre nous comme pionniers et les pionniers d'origine, c'est que les écosystèmes ne sont plus intacts. Les sols ne sont pas les mêmes. On doit faire de l'agriculture dans un environnement très dégradé et dans un climat instable. Et je pense que les grains patrimoniaux, étant donné leur plasticité, vont vont prendre un essor dans les 30 prochaines années. Je pense c'est un beau moment pour les grains patrimoniaux. Merci. Merci, Chris. C'était extraordinaire. Tu pourrais faire tout un week-end sur l'équipement. Hein? Oh oui. C'était un vieil équipement délabré. Il a fallu faire beaucoup de soudage. Mais bon, je dois vous dire que nous sommes à 8h40, donc s'il y a des questions, bon, si vous devez quitter, bon, on va enregistrer tout cela, donc ce webinaire sera disponible en différé. Mais la première question vient de Becca. Elle dit, à qui est-ce que vous vendez vos grains et vos farines avec votre population hétérogène? Est-ce que vous vendez ce blé directement aux consommateurs, aux boulangers? Est-ce que vous pouvez le vendre à un élévateur? Non, on n'en a pas assez pour un élévateur. Une grande récolte pour nous serait un champ de 4-5 acres, donc 2 tonnes. Avant la COVID, on vendait la dernière once et on s'épuisait en dedans de 14 à 16 mois et donc on avait toujours un tampon rotatif. Avec la pandémie, on a été déjà épuisé rendu le mois de février de l'inouï. On achetait donc des grains biologiques pour les moudre et ensuite on s'est dit peut-être que l'on devrait voir la nourriture locale comme étant la nourriture produite au Canada. Regardez ces agriculteurs qui sont en Saskatchewan et qui n'ont personne, aucun consommateur dans un rayon de 2 heures, tandis qu'ici, on a 7 millions. Moi, j'aime ça, faire venir les grains des prairies et faire le travail, la transformation ici, ou faire le contraire aussi. Cette première tonne vaut 20 000 de dollars. C'est 7 ans de travail. Mais prendre cela et l'envoyer sur les prairies, ce serait une autre chose. Mais ça, c'est une autre discussion. Donc, on essaie de faire 60-40 en termes d'argent. On veut que les boulangers puissent faire de l'argent. La plupart des boulangers sont dans des zones industrielles et doivent payer d'énormes impôts, du loyer très cher. Si on devait charger notre coût de production, ce ne serait pas possible. Donc, on est sur une pente glissante où on doit vendre par petit emballage et ça c'est notre centre de profit.
de sorte qu'à la fin d'année, les revenus bruts s'équilibrent. Mais avec l'augmentation de notre capacité de mouture, cela va vers l'autre extrémité. Maintenant, si on peut mettre un prix de 10 $ sur un pain, et si on peut garantir, en garantissant qu'à chaque vendredi, le pain aura le même goût, peut-être que cela pourra permettre d'augmenter, de justifier la prime de 2 $ sur chaque pain. Super, merci. Maintenant, David et Jocelyn disent merveilleuse présentation. Que pensez-vous de l'utilisation de machinerie Schmolzer? Une autre option d'ensemencement de précision. Je ne connais pas Schmolzer. Moi, je pense qu'il faut que ce soit approprié à l'échelle. On peut acheter une nouvelle moissonneuse-batteuse pour 85 000 $, mais je pourrais faire de l'agriculture pendant 100 ans et jamais pouvoir le rembourser. Donc, il faut quand même l'ajuster à la taille de la ferme. Plus c'est adaptable et mieux c'est, parce que vous pouvez faire de meilleures choses. On a des machines qui ne sont pas très précises, mais cela nous permet de faire des céréales ou même des gourganes. Mais je peux chercher cela sur Google. Je pense que l'ensemencement de précision a sa place, mais moi, je me dis, bon, ben, laissons la nature avoir ses droits. Mon but, c'est toujours de faire en sorte que la densité de plantes soit plus d'une graine par pouce linéaire. Donc, je pense qu'il y a absolument un rôle pour l'ensemencement de précision et surtout du point de vue du talage. Ça va dépendre de la ressource, de la quantité de ressources disponibles. Cela va peut-être même permettre de doubler ou même tripler le rendement, dépendamment des conditions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les écrire dans le chat ou lever la main en cliquant sur réaction. Andy Forbes de Londres demande: est-ce que vous pouvez nous parler de votre système d'inoculation de mycélium? Est-ce que c'est très efficace? Eh bien, je ne sais pas, parce que je ne sais pas, je n'ai jamais fait, je n'ai pas de témoins. Alors, mais c'est quelque chose qu'on a toujours fait. On s'intéresse surtout aux arbres. Quand on travaille le sol à tous les 30 mois, on s'arrête quand on frappe les racines des arbres. Ça laisse donc une zone de tampon d'environ de 30 à 40 pieds. Et ça, c'est notre inoculation inoculum de mycélium. Ce sol ne sera jamais travaillé. Et donc, ces champs seront réinoculés à chaque fois qu'ils passent en jachère. Donc, on peut utiliser les rhizobiums, les microbes, par exemple pour le trèfle dans la partie inférieure. Et on va l'inoculer avec des rhizobiums ou du mycélium de la forêt et ça n'a pas l'air d'avoir des effets dommageables. On n'a pas de grosses... on a moins de chlorure, donc je pense que oui, on a un meilleur transfert des nutriments, surtout en termes des éléments de traces. Boron, manganèse était très bas, donc j'avais une préoccupation que augmenter la fertilité de mycélium, ça allait peut-être se traduire par une augmentation aussi des maladies, mais non, ça n'a pas été détecté du tout, donc je ne sais pas à quel point c'est la matière organique. Le pourcentage est attribuable à quels éléments et donc les spores, par exemple, qui n'arrivent pas jusqu'en haut des plantes
La résilience et la durabilité sont absolument primordiales. Donc, la plus grande diversité qu'on a, ça prévient les catastrophes. Et bon, quand il y a des sécheresses, une fois que vous avez cette stabilité, vous avez ensuite la résilience et vous pouvez avoir des événements qui arrivent au millénaire et vous allez avoir des défenses. La diversité, la biodiversité, la diversité des sols, le plus de vie qu'il y a sur la ferme, le mieux c'est, le plus stable que c'est. Andy avait une question pour suivre. Il y a de la recherche sur le blé moderne, que le blé ne peut pas faire d'association avec les mycorhizes. Est-ce que c'est vrai? À 100%, absolument. Les ex-ploïdes, 6 gènes, les 42 chromosomes. J'ai lu que la cartographie du génome va entrer bientôt et c'est jusqu'à 600 000 gènes et on a vu une capacité épigénétique incroyable de tolérer la sécheresse et d'arrêter les gènes, par exemple, de supprimer certains gènes qui produisent des pousses, par exemple, et on fait des variétés nains en rétrocroisement. Donc, il y a des blés patrimoniaux qui ne vont pas pousser, en fait, quand vous appliquez de fortes quantités d'engrais, par exemple. Donc, vous pouvez imaginer que vous sélectionnez pour épigénétiquement des variétés qui sont capables de faire ces relations avec ces associations avec les mycorhizes. Nous avons planté, par exemple, des pousses et on a continué à les... on a, par exemple, un blé Red Fife et en 2015, on a eu des inondations catastrophiques dans un champ en 2015. On a gardé cette récolte-là. On avait seulement 56 livres. On attendait 1000. Mais là, on a replanté. Et puis, on a eu vraiment de bons rendements avec ça. Donc, sûrement, il y a le potentiel dans cette matrice d'hexaploïdes. Épigénétiquement, on peut créer des stress environnementaux avec le vent, avec la sécheresse, etc., des gelées. Et si les plantes sont capables de tolérer ces événements et vous sauvez les semences, les graines, vous avez une nouvelle variété. Donc, je crois absolument que c'est vrai. Merci beaucoup, Chris. Une dernière question de Rebecca. Est-ce que vous pouvez guider les gens vers un endroit pour des tamis? En fait, non, pour se procurer ces grains, on me demande souvent de trouver du petit épeautre amidonnier, etc., en Ontario. C'est illégal de les vendre comme semences parce que ce n'est pas sur la liste des variétés. Vous pouvez l'acheter de Fieldstone Organics, par exemple, pour le meunerie. Si vous commencez avec des sachets, les Prairie Garden Seeds, Tim Turnier est là et il a commencé une variété. Et donc, vous pouvez sûrement aller chercher 1 ou 3 paquets de semences et vous les conservez. Et dans 7 ans, vous allez avoir votre variété qui est complètement adaptée à votre zone, à vos mauvaises herbes, à vos
Votre mycorhize, c'est vraiment beaucoup de travail pour y arriver, mais en grandissant vos semences, ça peut être très utile. Il y avait une variété de blé Red Fife du nord de l'Alberta qui était tellement efficace et il était tellement, il produisait des rendements incroyables sur les fermes. Il y a vraiment un mécanisme de déplacement des maladies. Et donc, il y a toutes sortes de spores et de champignons sauvages qui ont un impact et votre flore et votre faune locale va s'adapter aux grains. Donc, voilà. Merci, Chris, sur cela. Je pense que nous avons vraiment dépassé dans le temps. Je ne suis pas une très bonne chronométreuse, mais merci beaucoup tout le monde pour avoir été si généreux avec votre temps. Et Chris, Samuel, Amy, merci beaucoup pour tout le temps que vous avez mis dans vos présentations et merci d'avoir répondu aux questions. Merci à Rebecca pour tout ce qu'elle fait derrière. Merci aussi à Peter et Adrian d'avoir dépassé aussi. Je vais envoyer un courriel avec toutes les ressources dans le chat et donc les sujets, les intervenants ont entamé. Ecological Farmers Association of Ontario, une infolettre que je vais partager aussi dans le courriel. Et Rebecca va le partager, je pense, dans le chat également. Merci énormément. On va juste mettre un sondage rapidement, juste pour avoir un peu de rétroaction sur si vous l'avez aimé, si vous avez des idées de ce que vous voulez avoir, approfondir ou avoir un jour dans les champs pour les grains patrimoniaux. Sentez-vous à l'aise de nous envoyer un courriel. Ou sinon, vous pouvez répondre au courriel que je vais envoyer dans les prochains jours. Et j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire pour vous voir encore une fois dans un autre webinaire. Merci encore d'être avec nous et j'espère vous voir à un autre événement bientôt.